Il est 7h et vous êtes sur Zik FM et Sun TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour Mambay. Bonjour à vous Yacine. Papa Lessissier, c'est tout de suite pour le Trafic News. Voici Trafic News. Bonjour Papa Lé. Bonjour Yacine. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes toujours sur la nationale, cette fois-ci au niveau du rond-point Cambren. Retenez qu'ici, ça circule au ralenti tout autour du rond-point car c'est un point de ralliement de plusieurs véhicules, à savoir donc les voitures qui nous viennent du côté de Pékin, KZSL, descendant sur le péage. Nous fait transiter, cause pour laquelle donc nous avons noté des lenteurs tout autour du rond-point. Mais une fois vous dépassez ce point, vous avez la possibilité de continuer votre circulation sur la nationale, soit vers l'école Maria Magnas, ou la Saint-Gental-la-Règle, passerelle Bonavisouker, Fofle aussi à Moulben, Jafé, une même situation aussi sur les deux voies de la Bafal concernant les véhicules en provenance des côtés de Pékin, Guédiawaye et qui souhaitent rallier le pôle Fofle aussi, ça circule tranquille, à Nakandolo aussi sur la péage, là-bas aussi c'est dégagé pour le moment, il y a tout sec. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Lessissier et à tout à l'heure. Pas de transport ce matin et ce depuis 0 heure. Le cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal a décrété 48 heures de grève. Selon Alassane Ndoye, l'un des responsables du cadre qui a accordé un entretien à Mohamed Diop, ce mouvement d'humeur qui n'est qu'un avertissement vise à amener donc les autorités à se pencher sérieusement sur les problèmes du secteur, dont les tracasseries policières. Je propose de suivre le compte rendu de cet entretien. Le secteur du transport connaîtra une grève générale d'avertissement de 48 heures à partir du 1er décembre. 20 ans, oui, vous savez, ça fait plus de 20 ans que le secteur du transport n'a pas eu de ministre digne de ce nom, capable justement de régler nos problèmes. Et nous voulons que cela cesse à tout prix. Pour Alassane Ndoye, cette grève est légitime pour que l'État règle leurs problèmes pour toujours. Le secteur du transport va vers le chaos, ça tout le monde le sait. Et tout ça, c'est à cause de l'État du Sénégal qui ne cesse de mettre des bâtons dans les roues des privés. C'est ce que nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie et c'est ce qui fait que nous voulons justement aller en grève. Alassane Ndoye de dire que l'État n'a pas de considération pour les travailleurs, c'est pourquoi cela fait plus de 5 ans qu'il ne remet plus de cahier de doléances. Par conséquent, il appelle tous à la mobilisation pour une réussite totale de cette grève générale. Un autre secteur qui connaît déjà des perturbations, c'est le secteur de l'éducation avec le débrayage donc ce mardi du CUSEMS qui sera suivi aujourd'hui par une grève générale. Le secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire estime que le gouvernement manque de volonté politique pour traduire en actes les accords signés depuis 3 ans, 6 mois. Ils exigent entre autres la correction du système de rémunération après l'étude menée par le cabinet MGP Afrique, laquelle l'étude a décelé un système indemnitaire inadéquat et inéquitable. Suivons donc les explications d'Abdoulaye Ndoye. Pour exiger la correction du système de rémunération des agents de l'État, le système de rémunération a fait l'objet d'une étude réalisée par le cabinet MGP Afrique qui a révélé des inéquités, des disparités dans le traitement salarial des agents de l'État, un système indemnitaire inadéquat et inéquitable, des écarts salariaux alarmants, mais surtout une opacité. Donc pour corriger ces incorrections, pour corriger ces inéquités et exiger du gouvernement le respect des points consignés dans le protocole du 30 avril 2018, nous avons décidé, comme vous l'avez dit, d'observer aujourd'hui un débrayage suivi d'AG, une grève totale demain et un boycott de toutes les évaluations. Et dans l'actualité politico-judiciaire, c'est ce mercredi 1er décembre que va se tenir le procès en appel de Barthélémy Diaz. C'est dans le cadre de l'affaire Ndiaga Diouf. Et Barthélémy Diaz, condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour coup mortel, avait interjeté appel, de même que le procureur qui avait fait au principal. Sa convocation le 10 novembre dernier avait entraîné des troubles. Le candidat des Askanui à la mairie de Dakar avait déclaré qu'il n'irait plus au tribunal avant de revenir à de meilleurs sentiments. On rappelle des faits avec Fatoumata Diop.
Barthélémy Diaz devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dakar. Le maire sortant de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur doit y être jugé en appel avec d'autres pour la mort de Ndiaga Diouf, jugé avec une douzaine d'autres qui avaient été condamnés en 2017 à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Depuis, le procès en appel a été renvoyé à plusieurs reprises. En juillet, l'audience a finalement été fixée le 10 novembre dernier. Diaz fils et Yewwi Askan Wi ont crié au stratagème pour saboter sa candidature, ce qu'a refusé le parquet général. Ils ont appelé à la résistance, finalement reportée pour ce 1er décembre. L'on se rappelle, le mercredi matin, Dakar retenait son souffle. Le cortège conduisant au tribunal les leaders de l'opposition avec des centaines de supporters dans son siège s'est heurté à plusieurs reprises au barrage de gendarmes ou de policiers. Le candidat à la mairie de Dakar, en la personne de Barthélémy Diaz, avait fait de cette convocation une épreuve de force et avait même décidé de ne plus répondre aux convocations. Mais finalement, le maire sortant de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est revenu à de meilleurs sentiments. Dans l'actualité politique, la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall s'est encore invitée hier lors de l'audience accordée au chef de l'État. Une délégation du QDIS et de la plateforme Jammi Rewmi, c'était donc avant-hier. Le chef de l'État serait dans les dispositions de s'engager dans une discussion relative à cette question. Ces derniers ont donc perdu leurs droits civiques et politiques à la suite de leur condamnation. Seulement, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État se prononce sur cette question sans que les lignes bougent. N'est-ce pas, Fatou Abdoundiaye? Ce n'est pas la première fois que le président de la République annonce la réhabilitation de Karim Wade, fils de l'ex-président du Sénégal, et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Macky Sall, qui fait savoir aux membres du QDIS qu'il est prêt à discuter de la réhabilitation des détenus politiques les plus célèbres du pays, avait pourtant fait la promesse avant la présidentielle de 2019. De passage à Paris pour le centenaire de l'armistice, le président Macky Sall avait accordé une longue interview à nos confrères de France 24. Et pour la première fois, Macky Sall avait évoqué les cas Karim Wade et Khalifa Sall. Pendant près de 7 minutes, même s'il refusait de les citer nommément, durant cette interview, il refusait également d'être accusé depuis des mois d'avoir instrumentalisé la justice pour éliminer ses 2 adversaires politiques de la course à la présidentielle. Le chef de l'État affirmait au contraire que la justice est indépendante et avait même indiqué qu'il pourrait accorder une amnistie générale à Karim Wade et Khalifa Sall après sa réélection. Réélu depuis 2019, 2 ans après et à l'approche des élections locales, le président de la République remet encore au goût du jour l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Reste maintenant à savoir si Macky Sall va respecter cette fois-ci sa promesse afin de ne pas faire comme son prédécesseur qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et dans ce journal, la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal explique la raison de la cherté du loyer dans le prix du foncier. Les membres de cette fédération qui proposent des solutions quant à la cherté du coût du loyer disent non donc à la stigmatisation dont ils sont victimes. Ils faisaient face à la presse le compte-rendu de Safiatou Bandiaye. La Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal éclaire l'opinion. Selon elle, le prix du foncier, le taux élevé des intérêts dans les banques et la fiscalité sont entre autres les raisons du coût élevé du loyer. Tout le monde sait que le foncier est excessivement cher actuellement à Dakar. Nous avons aussi le financement des projets immobiliers. Pour faire un montage financier pour un projet immobilier, tout dépend via une banque, via une institution financière, via un promoteur, etc. Le taux d'intérêt appliqué est très élevé. Et ceci fait partie d'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés, le Sénégalais est confronté. Et en 3, nous avons aussi ce qu'on appelle la fiscalité. Parce que l'État du Sénégal, sur toutes les activités d'ordre commercial, a émis des taxes qui sont à un niveau par moment insoutenable. Les membres de cette fédération qui disent non à la stigmatisation de leur secteur proposent. Ils ont l'habitude de dire oui, le courtier ne doit pas exercer, qui est le courtier. Mais l'administration commerciale et du courtage dans le monde entier. La Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal précise par ailleurs que le courtage est un secteur d'activité comme tous les autres et doit être rémunéré à sa juste valeur. Et nous parlons de la cérémonie de clôture hier après-midi de la 8e conférence du Forum sur la coopération sino-afrique
Pendant 2 jours, l'Afrique et la Chine ont revisité les coopérations et dégagé des perspectives. Des perspectives qui tournent autour de 5 points, entre autres le renforcement de la solidarité, combat contre le coronavirus ou encore enrichir la coopération. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal tire un bilan satisfaisant de ce forum. C'est ce que nous disent Younoussa Baldé et Madani Marega. Ministre bu yor lépp lu nekk affaires étrangères bu Sénégal nee na ab bilan positif la ñu am ci forum bu Ndakaaru diggante Afrique ak Chine. La formule de Dakar. Formule bu Dakar originalité am moo di ne du président Macky Sall ak président bu Chine rek ñoo ubbi ndaje mi njiiti réew bu Sénégal dafa partagé honneur boobu ak yeneen chef d'État Afrique yuy incarné gouvernance africaine bi ci noone war nañu delloo njukkal leadership bu président Macky Sall. Voilà, toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est invité dans le journal. Nous allons y revenir à 8h. Et à présent, nous parlons de la coopération Sénégal-Mauritanie. Les présidents Macky Sall et Abdoul Aziz Ghazouani lancent les travaux du pont de Rosso, une infrastructure moderne de 1,5 km sur le fleuve Sénégal pour un financement de 47 milliards de nos francs. Ce qui va renforcer davantage les relations diplomatiques, économiques et socio-culturelles entre les peuples des deux frères que sont le Sénégal et la Mauritanie. De Saint-Louis, notre correspondant de Babacar Ignan et Djeylani Sarr. Pont de Rosso, dont les travaux ont été officiellement lancés ce mardi à Rosso, Mauritanie, par les présidents Macky Sall et Ghazouani, va permettre de réduire le temps du trajet, de faire baisser les coûts de transport, mais également d'avoir un impact positif sur les échanges commerciaux. Le projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique, franchissement du fleuve pour relier ces deux rives et fluidifier la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. Le pont de Rosso sera en effet un puissant trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Le renforcement des transports transfrontaliers, la revitalisation de l'activité économique et de la cohésion sociale seront entre autres les points phares de ce pont long de 1,5 km pour un financement de 31 milliards de francs CFA. Le pont de Rosso s'étendra sur 1,5 km à peu près. Il la rendra plus fluide et renforcera considérablement les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. Une cérémonie riche en couleurs avec en toile de fond les relations d'amitié et de fraternité entre les deux peuples du Sénégal et de la Mauritanie. Parlons des panneaux publicitaires et le ministre de la Culture a été interpellé sur l'opération de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Descos compte poursuivre la libération à partir de 0 heure des emprises sur des axes définis. Du coup, les régies publicitaires sont invitées à enlever les panneaux publicitaires sur les axes concernés. En réponse donc à cette interpellation, Abdoulaye Diop estime qu'il y a un désordre dans ce secteur. Il promet en outre d'appliquer le code de la publicité. Il s'exprimait hier à l'occasion du vote du budget de son département, suivant donc sa réaction. Le pont de Rosso, dont un peu des panneaux publicitaires, je crois que c'est une réalité. Mais il faut arrêter un peu ce désordre-là. C'est pour mieux faire. Nous pensons que dans tous les pays du monde, aujourd'hui, il faut s'adapter à son environnement. On ne peut pas faire ce pays-là, on va le construire ensemble et en évitant un certain désordre. Je crois que de ce point de vue-là, la DESCOS a tout à fait raison. On ne peut pas construire sans détruire. Je crois que l'avenir nous le dira, tous ensemble, avec le nouveau code sur la publicité, on essaiera d'aménager au mieux pour le besoin d'abord de nos structures de la publicité et pour le besoin de nos concitoyens sénégalais. L'actualité, c'est également le syndicat national des agents du commerce Synacom qui a fait face à la presse pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et la gestion opaque du département par leur ministre de tutelle. Les travailleurs pointent du doigt le recrutement massif basé sur une clientèle politique, le non-versement des indemnités. Le Synacom n'exclut pas d'organiser des manifestations d'envergure pour se faire entendre et obliger le ministère à réagir. Adama Mohamed Mbaye, commissaire aux enquêtes économiques et porte-parole du jour ici au micro d'Alassane Baldé et Baba Diawa. Concernant le mode de management du département,
Le climat social est devenu invivable depuis que les autorités du département ont décidé de nous imposer une gestion partisane et opaque dans les affectations, la gestion du fonds commun des agents, la gestion du fonds d'équipement et de lutte contre les pratiques commerciales illicites et la prise en charge de certains dossiers techniques que le secret professionnel nous empêche d'aborder en public. Ce point de presse est le premier acte d'une longue série d'actions. Il sera suivi de manifestations que le SYNACOM va entamer pour trouver des solutions à nos problèmes. Pour la protection du pouvoir d'achat du consommateur et la défense des intérêts matériels et moraux des agents du ministère, le SYNACOM reste engagé. Nous allons à Bourg pour parler de cette mise sur pied d'une nouvelle coalition des acteurs de la pêche regroupant l'UNAPAS, l'UNAMS, COAPA, ADEPA, CONIPAS et Dakar Pêche, Association Usine Glace, les hydrocarbures, les coordonnateurs de CLPA, le REFEPAS, Association des plongeurs et entre autres. Toutes ces organisations demandent le départ d'Alun Ndoye à la tête du ministère de la Pêche. Pour ces professionnels du secteur, le ministre Alun Ndoye a montré donc ses limites. Pape Massamba Fall, porte-parole du jour, que nous écoutons avec Alun Badara Sonko. On est réunis ici pour 3 points. On évalue la journée mondiale de la pêche qui s'est tenue à Thiès. En deuxième point, on a créé l'organisation. En troisième point, on a élaboré un plan d'action. C'est quoi ce plan d'action? Parce que l'heure est grave, dans la mesure où on est dans un secteur agonisant, qui est le secteur de la pêche artisanale. Le secteur, ce qui l'agonise, n'est pas naturel. Le secteur a été agonisé par la pêche industrielle et la surcapture de nos ressources halieutiques ici au Sénégal. Par qui? Par les bateaux étrangers. Favorisé par qui? Par le ministre de la Pêche, M. Alun Ndoye, que je vais citer nommément. 268 millions de litres de lait ont été produits au Sénégal en 2020 sur une demande nationale estimée à 568 millions de litres par an. Ces statistiques vont être revues à la hausse avec l'arrivée de 1243 vaches et des chèvres au nombre de 300. La réception des animaux à haut potentiel de laitier est faite par le ministère de l'Élevage et des Productions animales. Ce dernier a donc annoncé que la subvention de l'État va passer de 30% à 50% sur une période de 10 ans. Et cette opération, la troisième du genre après 2017 et 2019, est donc portée par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, ANIPEL. Alice Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, est ici au micro de Cher Armeti Djansek. Que la production nationale de lait est évaluée à 267,8 millions de litres en 2020, dont plus de la moitié, c'est-à-dire plus précisément 52%, provient de l'élevage pastoral, correspondant à un taux de couverture du disponible en lait par la production locale de 38%. Il convient de signaler que le disponible en lait a atteint un volume de 703,3 millions de litres, soit 42,1 litres par habitant. Cette situation est imputable à des importations de produits laitiers atteignant 62 691 tonnes constituées à 89% de poudre de lait. Cette situation est consécutive à la chute des cours mondiaux de la poudre de lait pendant la pandémie de Covid-19. L'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest lance le plaidoyer pour l'accompagnement des membres dans le domaine de l'agriculture biologique. Les responsables de la dite structure, qui regroupe les femmes de la sous-région, veulent promouvoir l'agroécologie. Avec pour objectif donc atteindre une souveraineté alimentaire avec des garanties sanitaires en toute sécurité. Elles ont effectué une visite d'injonction d'une de leurs membres qui s'active dans le domaine de l'agriculture sans intrants chimiques. Khadifa Altal, présidente de l'AFAO, que nous écoutons avec Chermet Yadsek. Évidemment, nous sommes sur une menace de période de rupture en matière de sécurité alimentaire qui menace toute notre région, y compris le Sénégal et d'autres pays comme le Cameroun où se trouve la présidente. Avec beaucoup d'autres expériences, nous avons les mêmes problèmes évidemment parce que l'Afrique est une et indivisible. Et c'est la raison pour laquelle nous apprécions que l'ACF, à travers son projet Confluence, fasse venir des personnes, des leaders des autres zones de l'Afrique qui ont certainement
certaines diversités, mais qui ont certains dénominateurs communs en matière d'agriculture pour qu'on puisse échanger et continuer en tout cas des expériences même à distance qui peut en tout cas bonifier l'ACF pour que son intérêt sur la nutrition et la sécurité alimentaire puisse partir de bon pied. Et nous allons à Sédhiou où les acteurs qui évoluent dans la promotion des droits de femmes et des filles misent sur la musique urbaine et sur les graffitis pour accentuer la sensibilisation. À cet effet, 20 artistes de la région ont reçu leur attestation de fin de promotion ou de formation orientée sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est à l'initiative de l'association culturelle Mankouti Vision, appuyée par le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. La correspondante Ibrahima Diallo pour plus de détails. De la région de Sédhiou ont reçu leur attestation de fin de formation en musique urbaine et en graffiti, sensible à la prévention et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce projet est porté par la structure culturelle Mankouti Vision, dont le président est Cheikh Omar Dramé, alias Fotifo. Le PASNEC a choisi la culture à travers le graffiti et la musique urbaine. Et je pense que c'est pour véritablement participer à la sensibilisation. Madame Awanger Fall, coordinatrice du PASNEC, qui a financé cette session d'orientation, estime qu'elle va permettre aux jeunes de mieux travailler à la promotion des droits des femmes et des filles. Pour aujourd'hui, il s'agissait de la cérémonie de clôture, de l'atelier de renforcement de capacité de 20 jeunes artistes. Donc en écriture musicale et en graffiti, et notamment pour la promotion des droits des femmes et des filles et la lutte contre les violences. Cheikh Omar Dramé, président de Mankouti Vision, a sollicité un autre accompagnement pour pouvoir organiser une restitution dans le courant du mois de décembre. Il est exactement 7h passées de 21 minutes. Tout de suite, comme vous venez toujours de l'entendre, nous passons à l'actualité sportive. Note de sport, c'est avec Pape Madamo. Bonjour. Bonjour à vous, Yacine. Ravi de vous retrouver ce mercredi matin. Nous sommes le 1er décembre. Oui, nous sommes le 1er décembre. Bientôt à la fin d'année. Hein? Bientôt. Oui. Et un joyeux anniversaire aux natifs de ce jour. Oui, joyeux anniversaire donc aux natifs de ce jour, Yacine. Voilà. Alors, nous démarrons avec les diplômés de l'INSEPS qui réclament leur insertion dans la fonction publique. Oui, des étudiants sortant de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, INSEPS, qui réclament leur insertion au sein donc, de la fonction publique. Ces étudiants en master en management du sport exhortent les autorités à compter sur leurs connaissances et compétences pour promouvoir le sport. Isidore Sagnan porte leur parole. Il est ici au micro de Pape Moussa Traoré et Baba Diaw. Donc nous sommes là aujourd'hui